Blockchain, crypto, NFTs, DeFi, metaverse, Web3 is literally eating the world, and community builders are the new leaders. Hi everyone, I'm Bilal El Alami, co-founder of Pirates Lab, a startup studio fully dedicated to Web3 startups. I'll give the mic to Web3 builders, founders, and investors so that we can deep dive with them into what is truly about Web3 entrepreneurship. No conventional bullshit, only creativity, rebellion, and community-driven insight. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Pirates. Aujourd'hui, on reçoit un autre entrepreneur de l'écosystème francophone, vu que tu nous viens de Suisse, Gauthier. Gauthier, merci d'avoir accepté l'invitation, comment vas-tu ? Bah écoute, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir, je vais très bien, ravi d'être là pour la Paris Blockchain Week, puis d'être dans tes bureaux. Trop cool, c'est la première fois, comment tu les as trouvés ? Bah écoute, c'est magnifique, hein, franchement, c'est une envie de presque déménager à Paris, j'habite en Suisse, donc parfois ça manque un peu une vie qui bouge un peu plus, quoi. Je te comprends. Bah Gauthier, sans trop attendre, je t'avais un petit peu briefé en amont, mais on va essayer de faire ça un peu en 3 phases. J'aime beaucoup découvrir un petit peu la vie pré-entrepreneur de la personne. Donc c'est un peu la première phase par laquelle on va commencer. Après, évidemment, on va parler un petit peu plus de ton produit. Tu vas nous expliquer, et puis de l'écosystème ZK Sync, qui a l'air assez passionnant, dont on entend parler, mais sans trop, tu vas nous en dire plus. Et puis enfin, on finira plutôt sur l'entrepreneur que tu es, puis on va essayer de faire une rétro-perspective de cette petite période entrepreneuriale. Du coup, sans commencer, présente-toi un petit peu avec tes mots, et puis j'aime bien comprendre un petit peu, en fait, limite, présente-toi depuis ton enfance. Ouais, écoute, avec plaisir, ouais. Bon, bah alors moi j'ai vécu à Paris justement 8 ans, donc je suis parisien de base. Puis après, à l'âge de 8 ans, j'ai déménagé à Seattle, donc mon père était promu là-bas chez Microsoft. Donc en fait, depuis tout petit, j'ai toujours baigné dans la tech, on faisait des ordi avec mon frère, enfin on jouait souvent à des jeux vidéo, ou, tu vois, on avait les jeux d'Xbox à 1$, donc en fait on était tout le temps à fond dans la tech, quoi. Et puis mon père aussi qui était pas mal dedans. C'est énorme, il devait être early on pour être allé à Seattle au QG. J'ai eu beaucoup de chance, je dis tout le temps bah, merci, parce que c'était une sacrée expérience d'être là-bas, surtout c'était dans les beaux moments de Microsoft, donc tu vois, t'avais Bill Gates qui était là-bas, enfin énorme. C'était la folie, quoi. Énorme. Ouais, ça manque. Ah, j'avoue, très inspirant. Ok. Et puis bah du coup, à l'âge de 13 ans, je suis revenu une année à Paris, et puis après, bah, j'ai déménagé en Suisse. Et puis là, bah, j'ai fait mes études là-bas. Et puis après, je suis rentré dans les cryptos 2016-2017. Et en fait, bah, je faisais mes études, et puis en même temps, j'avais une petite agence Web 2, Web 3, donc je faisais pas mal de consulting, j'aidais des startups à lever des fonds. Alors attends, t'as quel âge et c'était quand ça ? Ouais, alors je vais un peu trop vite. Alors, donc j'ai déménagé en Suisse quand j'avais 15 ans, et puis donc, voilà, après j'ai fait mes études, et puis Qu'est-ce que t'as étudié typiquement ? j'ai fait un bachelor en marketing communication, Ok. et puis ensuite un master en communication. Ok. Et puis bah voilà, pendant que je faisais mes études, en fait, je m'ennuyais un peu. Voilà, donc je préférais m'intéresser aux cryptos, et aussi monter ma petite agence, tu vois, où je faisais des petits mandats à droite à gauche. D'ailleurs, c'est cool, j'ai pu faire un stage dans ma propre boîte à la fin. Excellent. Ça c'était sympa. Et puis voilà, de fil en aiguille, bah, tu vois, j'ai vachement toujours vu des entreprises, des problématiques. Et puis voilà, en même temps d'avoir cette petite entreprise, bah, je me suis vachement intéressé à l'écosystème. Tu vois, j'avais une chaîne YouTube, donc je faisais des vidéos YouTube pour l'écosystème français. Et j'étais dans l'association Crypto Valley en Suisse, où je faisais de l'analyse macro. Donc chaque semaine, je regardais ce qui se passait sur le marché, je faisais un résumé, et puis je faisais une petite newsletter, puis ensuite une vidéo. Tu vois. Donc vraiment, j'étais à fond là-dedans. Et puis j'avais mon agence, j'avais un peu toutes ces choses en même temps. Puis à un moment, je me suis dit, bon, il faut que je crée un projet, un truc, voilà, un truc qui résout un problème que je voyais qui était assez prédominant, qui était le fait, bah, tu vois, j'avais plein d'amis, j'avais tout un cercle de personnes autour de moi qui voulaient à chaque fois accéder à des opportunités on-chain, donc qui voulaient acheter des tokens sur Uniswap. Et en fait, c'était toujours une galère de leur expliquer comment faire. Tu vois, je devais passer 1 heure à leur expliquer comment installer un MetaMask. Enfin, tu vois, genre pour nous, c'est très simple, mais pour un nouvel entrant, bah,
c'est assez Ouais, surtout la complexe. première fois quand tu arrives sur Uniswap, il y a 1 million de boutons. Alors ok, il y a la fonction swap et tu peux swapper assez rapidement, mais si tu veux faire quoi que ce soit d'autre, ça devient très vite complexe. Bah, si t'es pas tech savvy, tu comprends rien. T'es là, vas-y, c'est quoi un wallet? C'est quoi une private key, une public key? Donc en fait, voilà, j'ai vu ce problème, je me suis dit, mais il faut qu'on arrive à rendre l'accès à la DeFi aussi simple que, tu vois, que l'accès à l'achat de Bitcoin, même encore plus simple que l'achat de Bitcoin sur un échange centralisé. Donc en fait, j'ai voulu résoudre ça. Et du coup, là est né un DeFi Labs. Et du coup, j'ai commencé à créer une super app. On a onboardé à peu près 21 000 utilisateurs. Puis en fait, à travers cette expérience, on s'est rendu compte que le gaz on-chain, c'était un énorme problème. En fait, genre, si tu un nouvel utilisateur, ou même si tu un utilisateur existant, gérer le gaz, ou tu vois, le manager, c'est une complication. En fait, on s'est rendu compte qu'on peut l'abstraire. On peut abstraire la notion de gaz, même pour des utilisateurs existants, c'est-à-dire qu'on peut même faire en sorte que tu puisses payer ton gaz avec n'importe quel type de token. Donc en fait, on a vu cette opportunité et pourquoi ZK Sync? Parce qu'ils ont le native account abstraction. Donc en fait, le account abstraction à l'heure actuelle, c'est bien, mais c'est pas de manière native, c'est une couche en fait. En fait, pour accéder aux fonctionnalités, aux avantages de l'account abstraction, tu dois avoir un smart wallet. Mm. Donc voilà, en fait, de fil en aiguille, on a découvert ça, on s'est dit, il faut qu'on crée, faut qu'on arrive à résoudre ce problème-là. Et là est venue en fait l'idée de développer des outils sur zkSync qui permettaient de leverager ce qu'on appelle le native account abstraction, mais peut-être je rentrerai un peu plus en détail un peu Plus tard, après. ouais. Mais voilà, donc me voilà aujourd'hui en train de créer ce produit-là et ce qui a fait que de fil en aiguille, j'ai voulu. Et cette super app, elle en est où Alors la super app tourne toujours, mais là avec ce qu'on a créé, en fait on voit un engouement qui est vraiment très très important. Et en fait on a toujours la super app qui tourne, on la maintient, mais on est beaucoup plus focus sur ce nouveau produit qui est plus infra, un peu plus niche et qui marche vraiment extrêmement bien. Là, depuis 2 mois, on a fait à peu près 150 000 transactions Ça, on-chain. c'est Zi-Fi, du coup. Ouais. Ok, excellent. Bon, du coup, tu as un peu répondu. J'ai tout répondu. T'as tout répondu. Non, mais bon, donc du coup, je vois un petit peu ton parcours. Au sein de ce parcours, hormis ton père qui a l'air fascinant pour avoir eu l'opportunité de travailler si early chez Microsoft à Seattle, est-ce que c'est lui que tu considères comme ta figure paternelle, ton mentor? Est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté chacun d'entre eux? Ouais, alors c'est sûr que bah, il est inspirant parce que bah, voilà, c'est vrai qu'il a toujours travaillé énormément. Même là, il a toujours son entreprise, il travaille jour et nuit, donc c'est toujours quelqu'un qui m'a inspiré. Après, oui, c'est vrai qu'en ayant vécu à Seattle, bah, il y avait, tu vois, je pense qu'il y a des gens proches de mon père qui étaient assez proches de Bill Gates, vraiment des gens qui étaient assez influents dans la tech. Et c'est vrai que c'était tout cet univers, tu vois, toute cette énergie dans lequel j'étais plus jeune, Énorme. qui était juste exceptionnel, tu vois. On avait des Halloween, c'était démesuré, tu vois, genre. Tout est vraiment aux États-Unis, genre quand t'es petit, c'est le rêve, tu vois. Je pense que quand tu grandis, t'es là, bon, c'est pas autant que ça le rêve, mais quand t'es jeune, c'est démentiel. Et en plus, tu vois, là où on était, c'était le rêve, quoi. Excellent. Mais du coup, à part ces amis de ton père, Ouais, non, peut-être après, plus après, tard. après ceux qui m'ont vraiment inspiré dans l'écosystème crypto, bah, c'est Andrea Antonopoulos. J'arrive jamais à dire son nom de famille, mais c'est un grec, je sais pas si tu connais, il s'appelle Andrea. Le nom me parle, mais dis-nous qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Mais en fait, il avait une manière si tu veux, d'expliquer ce que c'était le Bitcoin d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue philosophique, et de comment ça allait changer le monde, que en fait, moi, dès que j'ai découvert ce personnage-là, bah en fait, c'était un moment dans ma vie où ça a presque transformé, genre, ma raison d'être, tu vois. Ok, J'ai écouté ces vidéos des dizaines de fois, tu vois, et la manière dont il expliquait le Bitcoin et comment ça allait changer notre monde dans lequel on vit, bah, ça m'a inspiré à être encore plus dans ce domaine-là, tu vois. Donc, il y a un peu lui qui m'a beaucoup inspiré. Puis après, t'as aussi pas mal de personnes, genre Vitalik, qui sont très inspirantes, ou d'autres influenceurs, genre Alcoin Daily, par exemple, qui était toujours assez intéressant. des gens plus proches de toi, je sais pas, qui ont, Des gens plus proches avec de qui, moi. avec qui t'as, euh, pendant par exemple ton expérience sur la boîte de com, euh, parce que c'était au final ta première expérience entrepreneuriale à proprement parler.
Ouais, alors il y a quelques entrepreneurs avec qui j'avais travaillé qui étaient vachement inspirants. Après, j'avais fait aussi un stage dans une boîte de com chez Publicis Group. Là, j'avais bossé pas mal avec des gens qui bossaient par exemple pour Philip Morris et des trucs comme ça. Donc c'était impressionnant de voir un peu tu sais, les gens avoir des idées, se réunir et en faire quelque chose. Donc ça, c'était vachement inspirant. Euh, mais sinon, ouais, c'est ça. Ouais, c'est à peu près tout. Ouais. Bah, c'est déjà pas mal en tout cas. Ouais. Je m'attendais pas à ton. Je suis encore scotché là, parce que tu as eu un père qui a bossé pour Microsoft à l'époque à Seattle avec Bill Gates, c'est ouf quand même. Ouais. Donc putain, waouh. Ouais, respect. Moi aussi, j'ai grandi un peu aux États-Unis, à Washington et à Baltimore. C'était mon oncle et ma tante qui m'ont un peu élevé, et mon oncle avait fait le MIT, et c'était un peu lui, ma figure paternelle, ou mon mentor, parce que chaque fois qu'il venait le week-end, il me donnait des challenges. Une fois, par exemple, il me donnait un œuf et il me disait, ouais, la semaine prochaine, quand je reviens, il faut qu'on puisse jeter l'œuf du balcon et qu'il se pète pas quand il arrive en bas. Et c'était un petit peu les exos qui me donnaient à faire. Bon, rentrons un peu plus dans Zi-Fi. C'est assez intéressant, tu as introduit zkSync déjà comme la solution qui répondait au problème d'implémenter nativement l'account abstraction. Ouais. Il y a d'autres particularités chez zkSync? Ouais, non, mais bien sûr, ça fait partie d'une des choses qui est vraiment incroyable chez eux et c'est un peu voilà, qui mène un peu la danse à ce niveau-là en termes d'exemple par rapport aux autres chaînes. Mais zkSync, c'est comme Vitalik a toujours dit, les zk rollups. Donc on a différents types de L2 avec les optimistic rollups, on a les zk rollups et les zk rollups sont vraiment reconnus comme euh, le layer 2, Vitalik qui dit c'est the end game. En fait, c'est ce qui va permettre de rendre les chaînes, tout ce qui se passe on-chain énormément scalable tout en étant complètement trustless. Parce que vraiment, si on prend un optimistic rollup, c'est pas entièrement trustless, on doit quand même. Il y a quand même des contreparties sur lesquelles on doit faire confiance. Tandis que les zk rollups, c'est vraiment que des maths. Et aussi en termes de ce que tu peux faire avec, ça peut être encore plus scalable que des optimistiques. Et en termes de maturité, parce que oui, en effet, moi aussi j'ai entendu le ZK qui est le endgame, mais techniquement, c'est beaucoup plus difficile à implémenter qu'un optimistic rollup. Du coup, quel est le stade de maturité de la promesse? Oui, alors ça c'est vrai que en fait, Vitalik, personne ne se serait dit que ça allait aller aussi vite que ça, les ZK en fait. Et si tu regardes ce que font Starknet, zkSync ou même d'autres acteurs, ils sont allés beaucoup plus vite que ce qu'ils imaginaient en fait. Donc je suis d'accord avec toi, il y a encore tu vois, faut encore que ça se développe, mais ça a avancé très 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 vite. Et tu vois, par exemple, zkSync, c'est pas 100% EVM compatible, il y a encore des choses qui doivent évoluer, mais voilà, c'est quand même assez similaire à l'EVM. Et vraiment, ça va dans une direction qui est vraiment impressionnante à l'heure actuelle. Bah en effet, parce que moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était peut-être il y a 18 mois, et en vrai, personne ne croyait que ce soit prêt avant genre 3 4 ans. Et au final, il y a quand même pas mal de L2, comme tu disais, que ce soit Starknet, zkSync, ou je crois même qu'il y a le layer 2 EVM compatible de Tezos qui s'appelle Etherfi. Non, comment il s'appelle? Etherlink. Je crois qu'il veut implémenter un roll-up ZK. Donc, ouais, curieux de voir un petit peu comment ça va se déboucler. Ouais, non, mais c'est clair, je pense qu'il y a aussi Polygon qui a fait son... Oui, avec Starkware, je crois, non? Non, non, Immutable? Non, tout seul? ils ont fait leur propre, ils avaient racheté Ernest, ils ont Ok. fait leur propre ZK-VM, je crois. Donc ouais, il y a quand même de la compétition, hein, mais oui, ça va. Qui est-ce qui back l'écosystème zkSync? Tu dis, qu'est-ce qui bat? Tu dis investisseurs? Ouais, Il y en a beaucoup, il y a OneKX, il y a Blockchain Capital, si je dis pas de bêtises. Il y a pas ouais, mal. les gros américains, quoi. Ouais, t'as pas mal de gros, je crois qu'il y a 16Z. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Ouais, vraiment, ils ont tous les plus gros VC, donc... Je me souviens d'une présentation à un event de la BPI pendant, bah, je crois que c'était pendant Paris Blockchain Week de l'an passé, où il y avait un mec de Blockchain Capital qui avait fait une présentation sur les ZK Rollup et zkSync. C'était un peu long et tout le monde s'est un peu ennuyé parce que c'était un peu technique, mais ok, je vois d'où ça vient. Ouais. Non, ils ont levé quand même 400 millions, avec un écosystème fund de 200 millions, ce qui est quand même, je crois que ça équivalent à peu près à ce que Starknet avait levé, donc tu vois, ils ont quand même pas mal de funding, et puis
Puis ouais, en termes de tech, là, ils ont énormément d'users, tu vois, genre, il y a un mois, ils représentaient 25% de toutes les transactions sur le L2. Bon, t'as beaucoup de airdrop farmers, mais, Bon, bah, ils sont partout, les airdrop farmers, donc ouais. Mais tu vois, c'est déjà pas mal. c'était une des chaînes, c'est une des chaînes les plus farmées, je pense. Et aussi, c'est ceux qui ont réussi à faire le plus de. Tu vois, il y avait tu te souviens un peu, le moment, il y avait les inscriptions partout. Ouais, on n'entend plus trop parler de ça, j'ai l'impression, mais tu sais, t'avais des inscriptions sur toutes les chaînes, et t'as des mecs qui ont créé des inscriptions sur zk-Sync, et eux, ils ont atteint le record en termes de TPS par seconde. C'est ceux qui ont réussi à avoir le plus de TPS par seconde, c'était un truc comme 300, 380. Ok. Donc en fait, ils ont vraiment prouvé que, si tu veux, ce qu'ils ont réalisé, bah, c'est quand même une prouesse technologique qui est assez impressionnante. Et tu dirais que leur user base, elle est où? Parce que c'est quand même pas la blockchain la plus parlée, dont on entend le plus parler en France. Ouais, alors en termes de time zone, c'est plutôt Asie, mais c'est quand même dans la time zone et dans l'Europe quand même principalement. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pas plus Asie, assez présent en Asie, j'ai l'impression. Ok. Mais, mais c'est vrai que l'écosystème, il est pas encore. Parce que si tu veux, ils ont plus une mentalité, je pense, hein. Pas que je dise des bêtises, mais ils veulent incentive l'écosystème. Genre, une fois potentiellement qu'ils seront décentralisés. Donc, ils ont plus une vision de long terme. Tu vois, si tu compares un peu avec Blast, où direct, tu as des grosses incentives, voilà, les airdrops pour venir farmer. Eux, j'ai l'impression qu'ils sont plus une vision de long terme, mais les incentives, potentiellement, ils viendraient plus tard. Ok. Et quand ce sera complètement EVM, ils sont compatibles. Make sense, make sense, make sense. Ok, je vois, super intéressant. Bah, on va surveiller ça de près. Et du coup, bah, raconte-nous un petit peu Zi-Fi. Ouais, alors, donc, nous, en fait, on a toujours leveragé ce qu'on appelle le kernel abstraction pour même développer notre super app. On arrivait à abstraire les wallets, tu pouvais te connecter avec un mail, ça te crée un wallet. Tu avais tous les réseaux qui étaient préconfigurés, tu n'avais pas besoin de setup tous les réseaux un par un. Et si tu veux, bah voilà, de fil en aiguille, on a vu que zk-Sync, ils avaient le kernel abstraction de manière native. Et donc du coup, on s'est dit, pour nous, c'est une opportunité en or d'abstraire le gaz à travers ça. Et si tu veux, la grosse différence entre le kernel abstraction sur les autres chaînes et le kernel abstraction sur zk-Sync, c'est vraiment dans le protocole en tant que tel. Donc en fait, tous les wallets là-bas, c'est comme si c'était un smart wallet. Donc ton MetaMask wallet est un smart wallet par définition. Donc en fait, tu peux par exemple abstraire le gaz complètement et faire en sorte que ton wallet puisse interagir avec un paymaster. Ok. En fait, si tu veux, tu as deux flows différents dans le kernel abstraction. Ce que tu appelles un paymaster, c'est ce que d'autres appellent un relayeur, non? En fait, non, un paymaster, c'est un smart contract Ouais, qui va payer les frais de ta transaction. ouais, ouais, ok. Par un tierce. Ouais, bah, enfin, moi j'appelle ça un relayeur, mais ok. Ouais, c'est pas vraiment un relayeur parce que c'est vraiment un smart. Ouais, ça peut pas être considéré comme un relayeur si tu veux. Mais si tu veux, voilà, c'est quelqu'un qui va sponsoriser ta transaction, Ouais. il va rentrer dans la transaction et payer la transaction. Ok. Donc en fait, tu peux créer plusieurs systèmes avec ça. Tu peux créer un système où toi, en tant que DApp, tu vas sponsoriser le gaz pour tes utilisateurs. Donc toi, Bilal, je sais pas, tu as un utilisateur loyal, bah, on t'offre 100 transactions. Il y a ça, il y a aussi le fait où tu peux créer un système où toi, en tant qu'utilisateur, tu peux payer ton gaz avec n'importe quel type de token. Donc là, ce qui se passe, c'est que nous, on va calculer le prix du token off-chain. On va savoir combien on va devoir prendre de ton token, de ton input token, pour que nous, on puisse venir et couvrir le gaz de ta transaction. Donc en fait, tu vas payer ton gaz avec n'importe quel type de token que tu vas détenir dans ton wallet. Ouais, enfin en indirect, quoi. Tu le payes pour Ouais, eux et ils te voilà. payent en n'importe quel token. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc en fait, si tu veux, on a créé une sorte de SDK que tous les projets peuvent intégrer et aussi des wallet providers. Ok. Et après, en gros, ils ont deux choix. Ou ils sponsorisent le gaz, ou ils laissent leur utilisateur payer le gaz avec n'importe quel type de token. Ok. Mais tu peux faire plein de trucs, genre, en gros, tu détiens un NFT, tu as du gaz gratuit sur toutes les dApps qui nous ont intégrés. En fait, Ok. tu peux vraiment, genre, tout ce que tu peux imaginer, tu peux créer. Genre, tu pourrais dire, voilà, tu regardes une ad, par exemple, tu as du gaz gratuit, tu vois. En fait, tu peux Ok, stylé. Et ça s'appelait comment? Ça s'appelle comment? Ah bah nous c'est ce qu'on a créé en fait, c'est Ok. ce qu'on permet de faire avec notre système en fait. Ok. Et ce qui est cool en fait, ce qui est vraiment différent de Kernel Abstraction, c'est que nous on peut toucher tous les utilisateurs de zk-Sync. C'est-à-dire que sur d'autres chaînes, le Kernel Abstraction, tu dois avoir un smart wallet. Ouais. Et Parce que là, en- il est natif, du coup, et là, en dès que gros, les mecs tout se le monde- connectent, ouais, ils sont indexés, quoi. tout le monde peut avoir du gas abstraction Ok. sur zk-Sync.
Ok. Mais il me semblait que Zi-Fi, c'était pas juste ça. Alors, Zi-Fi, oui, c'est que ça. Ok. À l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est un Paymaster as a Service. Ah oui, on a notre SDK, mais on a aussi notre front-end. Mhm. Donc tu peux venir, imagine t'as pas de gaz, tu peux envoyer des tokens. Imagine, Donc vous avez une gateway pour la DeFi aussi. ouais, on a aussi une gateway pour la Ouais, DeFi. ok, voilà. Et là, tout est abstrait, le gaz est abstrait complètement pour les utilisateurs. Ok. Donc c'est une sorte de portal où tu peux envoyer des tokens gaslessly, tu peux faire des transactions custom. Donc imagine tu veux acheter un NFT sur une marketplace, tu prends la transaction le X de cette transaction, tu viens chez nous et tu payes ton gaz avec n'importe quel token et tu peux exécuter cette transaction. Ok. Donc tu peux faire ces trois choses-là et peut-être qu'on va développer plus de choses dans le futur là-dessus aussi. Ok, c'est très stylé. Très stylé. Et du coup, en termes de statistiques, là, où est-ce que vous en êtes en termes de chiffres? Tu disais les 2 derniers mois ont été plutôt Ouais, ouais. excitants, porteurs. Ça veut dire quoi? Là c'est vraiment, ça décolle complètement. Donc on est quoi? On est à 2-3 000 utilisateurs actifs par jour. Ok. On fait à peu près 5 à 10 000 transactions par jour. Donc, et puis là, c'est vraiment exponentiel. Donc, on a des grosses intégrations qui vont arriver avec PancakeSwap, avec Maverick. Et en fait, tous les plus gros protocoles qu'il y a sur zkSync sont en train d'intégrer notre solution. Et voilà, il y a d'autres choses qui vont arriver, mais ouais, je peux pas trop en dire plus. Ouais, alors je t'ai demandé rapidement où étaient les utilisateurs de zkSync. Vos utilisateurs, qu'est-ce que tu peux dire dessus? Ils font quoi exactement Bah là, ce qu'ils font la plupart d'entre eux, c'est. Donc là, on a notre front-end qui génère pas mal de transactions. Donc les gens, ils font des swaps, principalement. Et là, à ce moment-là, ils payent leur gaz avec n'importe quel type de token. Ou alors, ce qu'ils font, c'est que par exemple, on a fait des partenariats avec différents projets. Donc si, par exemple, tu achètes un certain token, ta transaction, elle est offerte par nous. Donc Ok. elle est gasless. Ah, Donc stylé. là, c'est pas mal d'utilisateurs qui viennent tester. En C'est fait, bien pour faire de l'acquisition, ouais. ouais, ils viennent tester le produit. Et, euh, et ouais, géographiquement, c'est pas exactement, parce qu'on n'a pas encore trop analysé ça, on devrait plus. Enfin, je me souviens plus exactement quels sont les chiffres, mais je crois que c'est Inde, États-Unis, on a pas mal, Asie. Ok. Faudrait que je regarde, mais ouais, ça vient d'un peu partout en fait. Ok, stylé. Et pour ceux qui ont plus un référentiel en monthly active user au mois, tu sais, tu peux donner ce chiffre à peu près? C'était Ouais, là, donné au jour, mais on est à 24 000, 25 000 actifs. ok. Monthly active user, ok. Pour le mois dernier, Bon, ça commence à être intéressant, on ouais. est passé de 5 000 à 25 000 Ok, en un mois, et puis excellent. là, je sais pas ce que ça va donner, mais ça continue en tout cas. Ok. Tu disais les gars font des swaps. Quel genre de swap ils font? Est-ce qu'ils swappent des altcoins? Est-ce qu'ils font des gros swaps? Est-ce que Ouais. tu vois, c'est comme Arbitrum, les gens viennent parce que c'est un peu plus optimisé pour des traders ou... Ouais. Alors nous, ce qui est cool, c'est que derrière, on utilise des agrégateurs, donc on agrège différents agrégateurs. Donc tu as un slippage qui est super bas. Et en plus de ça, tu peux payer ton gaz avec n'importe quel type de token. Donc, en fait, les gens, ils viennent, ils testent, puis ils farment aussi un petit peu, tu vois, il y a les airdrops, zkSync. Mhm. Donc ils viennent, ils peuvent swapper pour pas cher. Et puis ils peuvent avoir des transactions gasless. Donc si tu veux, t'as énormément de gens qui commencent à venir chez nous. Genre des farmers qui disent ah regardez chez eux tu peux farmer pour pas grand chose et tout. Ok, Et en même temps expérimenter. une nouvelle blockchain. Ouais. Et puis ce qu'on fait aussi avec le Native Account Abstraction. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce projet et comment il a évolué au fil du temps? Bah tu vois, Zypha ça fait à peu près une année qu'on bulle dessus. Et bon, avant on avait la super app, elle tourne toujours, mais si tu veux, l'idée elle est venue de ça parce que nous on avait des retail qui venaient. Bon, on arrivait à abstraire le wallet, on arrivait à abstraire les réseaux, mais le gaz, c'était un truc, genre, les gens, ils étaient là, c'est quoi ce truc, tu vois? Genre, parfois, on devait envoyer du gaz manuellement, les gens, ils croyaient qu'on les arnaquait parce qu'ils n'arrivaient pas à swapper dans l'autre sens. Et donc, du coup, tu vois, on s'est dit, mais ça, c'est un énorme problème. Et on a vu cette opportunité, et voilà, ça fait une année qu'on build sur Zyphi, quoi. Ok, excellent. C'est quoi les prochains gros milestones là pour vous sur Zyfi? Bah écoute, là, c'est toutes les intégrations. On a plein d'intégrations qui sont en cours de route, donc c'est gérer les intégrations. Bon, après, tu vois, les intégrations sont simples, mais au niveau du UI, ça demande quand même pas mal de changements. Donc, en fait, on crée des guides pour que les protocoles puissent facilement intégrer, savoir comment, tu vois, comment
proposer différentes manières d'intégrer l'expérience gasless. En fait, on bosse pas mal sur de l'onboarding et aussi créer différentes use cases, tu vois. En fait, on a des idées qui pop-up tous les jours, tu vois, genre faire des partenariats, genre, ok, toi, t'achètes plus de $100 de ce token, ta transaction qui est gratuite. Là, on fait des partenariats avec des collections de NFT. Donc, tu as un NFT, sur toutes les applications sur lesquelles nous sommes intégrés, bah, tu auras du gaz qui est gratuit, tu vois. Ok. En fait, on met tout ça en place et on améliore notre service, on propose plus de choses. Ça c'est cool parce qu'en même temps c'est un hack pour faire de l'acquisition donc Ouais, c'est ça. Puis les collections NFT sont trop contentes. Les projets sont, tu vois, ils sont refaits parce que du coup ça drive du trafic. Donc en fait voilà. Et puis là on est en train de créer une sorte de dashboard où tu pourras aller sur tous les protocoles qui nous ont intégrés, gagner des points et expérimenter toute l'expérience gasless, quoi. Vous avez d'autres petites techniques d'acquisition là comme tu viens de me citer? Technique d'acquisition. Qu'est-ce qui vous a fait passer de 5000 à 24 000 utilisateurs? On a lancé une campagne où, si tu veux, on faisait un discount sur les gaz. Ok. Donc ça a drivé beaucoup de trafic. Après, on a lancé des campagnes aussi sur Galax, où par exemple, tu avais des rôles de Early Community Member. Ça c'est les quests. Ouais, les quests sur Galax. Puis là, on va faire nos propres quests, avec nos propres systèmes d'incentives et de points. Ok. Donc, Vous êtes combien là sur Zi-Fi? on est 7 là, mais on s'agrandit. On cherche des gens, que ce soit en product manager, BD, en back-end aussi. Donc là, on cherche vraiment à s'agrandir. Vous avez du cash là, vous êtes en levée de fonds, ça se passe comment? Du cash. Ouais, on est en train de lever. On a déjà levé à peu près 1 million. Ok. Félicitations. Et on continue de lever. C'est quoi l'objectif? Tu dis total pour la levée? Ouais. On cherche à lever 2 millions. Ok. Et au minimum, j'imagine. Ouais, après, en fait, on a vraiment beaucoup d'intérêt, donc peut-être on va faire plus, on est en train de voir. Ok. Très cool. Ouais. Bah, si j'ai un conseil à te donner, c'est prends l'argent qui est sur la table quand on te la met sur la table. Ok. Parce que très souvent, tu sais, on hésite, on se dit ah, j'ai besoin que de temps. En fait, déjà mieux vaut la prendre et l'avoir dans ta trésor que de devoir repartir à la rechercher. Et très souvent, quand il y a des mecs qui te proposent de la thune et que tu attends trop avant de leur répondre ou que tu leur dis ou que tu es un peu dubitatif, bah après ils n'ont plus envie d'investir et c'est très difficile d'aller les retrouver. Donc ouais, si vous avez l'opportunité de lever plus, alors quintupler pas votre montant, tu vois, mais augmenter de 30-40% s'il faut, si les gens sont stratégiques, prenez l'argent, quoi. Ouais, c'est ça aussi. C'est que là, je suis un peu dans une phase où j'ai aussi envie de prendre les bonnes personnes. Tu vois, on a des personnes random qui nous contactent, qui ont un peu tu vois, qui sont pas très reconnus et qui nous disent ah mais moi je veux mettre tant. Voilà, tu vois, parfois parfois, tu sais, l'argent elle est peut-être facile, mais je pense que c'est aussi important d'avoir vraiment les bonnes personnes qui sont avec toi. Ouais, clairement, ouais. Et qui vont t'accompagner, pas juste un mec qui va mettre genre, je sais pas, 100K et puis qui va plus jamais t'écrire, tu vois. Donc on est un peu picky, mais voilà, on hésite à fermer, puis faire une valo qui est plus élevée, enfin, on réfléchit un peu dessus. C'est des bons problèmes à avoir. C'est quoi le prochain gros milestone technique? Hormis les intégrations, c'est pas un gros milestone, mais est-ce qu'il y a une nouvelle feature que vous aimeriez rajouter? Écoute, ouais, il y a Starknet qui nous a reach out, et voilà, on est en discussion, peut-être qu'on va aller sur d'autres chaînes comme Starknet, parce qu'on a aussi le native account abstraction. Donc on est en train de réfléchir à tout ça, préparer un peu l'implémentation là-bas. Très smart. Ouais. Et puis, je pense que c'est une bonne proposition de valeur d'un point de vue investisseur pour vous, ouais. Ouais. Parce que tu vois, le marché il est gros sur zkSync, mais il y a aussi... En plus, vous êtes une boîte d'infra, donc... C'est ça. Donc il y a un peu ça aussi qui est dans le pipe. Et puis tu sais, il y a zkSync, ils ont tous les L3 en fait. Parce que tu vois, ils ont leur chaîne, leur L2 de base, mais zkSync en fait, ils sont vachement focus sur des L3. Donc en fait, pour des entreprises créer des blockchains. Donc là aussi, on veut bosser avec ces chaînes-là et tout, tu vois. Il y a beaucoup à faire là aussi. Ouais, énorme. Ah ouais. Non, je te dis. Et il y a plein de gens qui veulent qu'on aille cross-chain, tu vois, genre sur les Bitcoin L2. Tu sais, j'ai fait une blague pour 1er avril, j'ai fait ah, mais on va aller sur tous les Bitcoin L2 et en fait, ils sont très sérieux, tu vois. Mais c'était une blague, tu vois, genre c'était là. Non, mais je pense que le cross-chain sur Starknet, déjà, il fait sens. Ouais. Il fait sens parce qu'il y a un peu les mêmes caractéristiques de base qui fait que c'est propice.
C'est un bon écosystème aussi. Nous, on a une boîte Jokies qui build sur StarkX, mais qui est comment on appelle ça, le roll-up dédié de Starknet. Donc c'est pas la blockchain publique où tout le monde construit. Mais ok, t'as un autre truc à rajouter sur la team, le Ouais. produit Bah écoute, ouais, je pense qu'il y a tous ces quêtes qui vont arriver, et ça va être vachement cool. Donc ouais, je pense faut aller jeter un coup d'œil, aller voir un peu comment ça marche, parce que c'est cool, hein. Avec MetaMask, on peut bridger, on peut aller tester tout ce qui est gas test. Donc ouais. énorme. Et du coup, on va tester où là si on doit aller tester Bah, sur tu vas sur zyfi. zyfi.org, Ok. zyfi.org. Tu vas. D'ailleurs, ce serait bien, je pense qu'il faudrait qu'on mette un petit truc bridge où les gens peuvent bridger directement. Ça me fait penser, tiens. Euh, et puis, ouais, aller tester, voir comment ça marche. Et puis, on va sortir les quêtes. Là, vous pourrez essayer tous les différents protocoles sur lesquels on va être intégré. Donc, ça va être- Énorme. Ok, excellent. Bah, rentrons dans la dernière phase là, de l'échange, plutôt autour du fondateur. En fait, la première question que j'aime bien poser, c'est euh, qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Et en plus, ton profil est super intéressant parce que t'es pas un tech. Et j'ai envie de dire, limite, t'es pas un businessman au sens éducatif. Tu as fait de la com. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans gérer une boîte Web3, crypto et tech plus généralement? Pour moi, je pense que le plus challenging, c'est d'avoir les bonnes personnes autour de soi et d'être, tu vois, de créer une team, de créer toute tu vois, La bonne dynamique? ouais, la bonne dynamique, tu vois. Et là, on a vraiment une très très bonne dynamique, tu vois. Et je pense que ça, c'est un truc, c'est important, tu vois, de créer vraiment tout un momentum, que ce soit au niveau de ton produit, que ce soit au niveau des gens avec qui tu vas interagir. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus, pas plus compliqué, mais voilà, qui va faire en sorte que ton projet va réussir, quoi. Et ça fait partie d'une des choses, je pense, Après, j'ai envie de dire un truc, c'est que quand t'es pas dans une bonne dynamique, c'est là où les vrais problèmes commencent. c'est Parce que ça. quand t'es dans une bonne dynamique, tout le monde est plutôt content, Ouais, t'as ouais. pas besoin de t'y reprendre à deux fois, de rassurer les gens. Après, quand t'es dans une mauvaise dynamique, là, les gens commencent à douter très vite, et c'est là où les process sont importants et la vision que t'infuses est importante. C'est ça. Mais ouais, après, en termes de challenge, bah ouais, c'est vrai que c'est énormément de travail, quoi. C'est du non-stop. Genre là, ça fait 2 mois. Genre. T'as une copine? Non. T'as de la chance. Non, non, ouais, c'est non-stop, quoi. Genre du matin au soir. Donc, non, faut juste être extrêmement résilient, en fait. C'est juste ça. Mm. Puis dans le Web3, en fait, c'est que ça peut bouger du jour au lendemain, quoi. Tu vois, il y a quelques mois, on était dans une situation où c'était un peu plus difficile et là, tu vois, on explose, quoi. Mm. Genre, donc en fait, faut. Et puis c'est comme le marché crypto, tu vois. Genre, t'es dans le Web 2, bon, bah, ok, ça va pas. Bon, c'est pas. Tu vois, le marché, il joue pas trop. Là, tu vois, du jour au lendemain, ça peut basculer, quoi. Donc, faut être extrêmement résilient, tu vois, faut toujours y croire. Et puis un jour, bah, ça prend, tu vois. Je reviens un peu je dérive un peu la question, mais comment t'as trouvé la learning curve euh, pour comprendre tous ces enjeux de DeFi. Bon, après, vous faites un produit d'infra. Donc, tu as un problème que vous avez réglé. Mais quand même, tu t'intègres avec des protocoles DeFi, des utilisateurs DeFi. Euh, D'ailleurs, dis-nous un petit peu les profils qu'il y a dans ta team. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, il y a Giovanni qui est mon cofondateur et CTO. Et, euh, et ouais, donc lui vraiment, on s'occupe de la partie tech. Et, euh, et ouais, bon, moi je suis quand même un peu tech de base. Enfin, j'ai codé un tout petit peu, mais voilà, c'est vrai que je suis assez familier. Enfin, je comprends assez vite les choses, en fait. Euh, Non, mais t'as l'air d'être un mec très transversal. C'est pas le point. ouais. Mais, mais, euh, mais tu veux dire quoi, en fait? Tu veux dire genre. Ben, même si t'es un mec très transversal, même si t'as toujours été curieux, même si t'as baigné un peu dans un univers de tech, euh, tes études t'ont pas amené entre guillemets, t'ont pas appris à monter des boîtes, t'ont pas appris à monter des boîtes tech, t'ont pas Hmm.
appris à évoluer dans un univers, comment dire, euh, pas seulement très technique, mais assez niche. Du coup, comment t'en es arrivé là et je sais pas, il y a des choses que c'est naturel pour toi? Ouais, non, mais c'est vrai que Dre, depuis tout petit, en fait, genre, j'ai toujours aimé faire du business, en fait. Tu vois, même à l'école, genre, c'était des cartes ou ce que je faisais aux États-Unis, c'est que bah, il y avait un peu, tu sais, un truc où tu devais réunir de l'argent pour des trucs associatifs. Ouais, Moi, j'achetais des bonbons en France, j'ai ramené aux États-Unis, je les vendais. Et j'ai toujours été à fond dans faire du business ou créer, développer des idées. Je créais des ordinateurs avec mon frère. Tu vois, on achetait les pièces, ensuite on les montait, tu vois. Enfin, j'ai toujours eu, tu vois, créer des choses, faire du business. Ça a toujours été quelque chose que, bah, tu vois, en ayant vécu aux États-Unis, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné cette envie-là. Puis après, bah voilà, ma passion aussi pour les cryptos. Donc vraiment, tu vois, m'intéresser à plein de protocoles, lire plein de trucs, puis essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Puis aussi beaucoup d'interactions avec ma team, tu vois, qui m'explique aussi parfois des trucs techniques. Je m'intéresse beaucoup à certaines choses. Donc, et il m'explique aussi ça aussi qui est cool, c'est que il m'explique pas mal comment du coup, il faut aussi avoir une capacité d'éponge et de pouvoir s'infuser des concepts des autres, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, faut être énormément à l'écoute de tout le monde, en fait. Et ça je pense, c'est une grande qualité, c'est toujours écouter ce que les gens disent et essayer de comprendre, quoi. Toujours un maximum de choses, quoi. Clairement. Est-ce qu'il y a un truc que tu referais différemment? Ouais. euh, je pense que. euh, D'ailleurs, avant, je posais la question, qu'est-ce que tu regrettes? Mais en général, les gens disent, j'ai pas de regrets. Donc, du coup, je dis, bon, qu'est-ce que tu aurais refait différemment? non, mais je pense que, tu vois, je pense qu'au tout début, bah, voilà, je me suis entouré de certaines personnes qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et je pense que j'aurais pris peut-être plus de temps. Mais bon, c'est ce qui m'a aussi permis d'être là où je suis à l'heure actuelle. Donc voilà. Je pense que, voilà, ce qui est très important, c'est l'humain, les interactions humaines, avec qui on interagit, avec qui on fait affaire. Et tout ça, faut vachement plus suivre son instinct. Et c'est des choses que peut-être j'ai pas assez suivies au début, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, parce que souvent, l'erreur qu'on... En fait, l'erreur que je vois que les gens font assez régulièrement, et même moi je l'ai fait, on l'a fait tous, en fait, c'est de pas savoir bien qualifier notre besoin. Et du coup, bah, comme on le qualifie mal, et qu'on qualifie un petit peu tout ce qui est à côté de notre besoin, bah, souvent quand on rencontre une personne, tu vois, elle peut fitter dans ce qui est à côté, mais pas exactement dans notre besoin. Et notre besoin, c'est pas juste savoir ce qu'on veut, c'est aussi savoir pendant combien de temps on en a besoin. Et souvent, tu vois, je recrutais des mecs, alors qu'en fait, j'en avais besoin que 3 mois. Hmm. Et où je recrutais une personne, puis au bout de 6 mois, je me rendais compte que c'était pas la bonne personne, parce qu'en fait, j'avais pas la bonne qualification. Whatever, c'est un motion designer au lieu d'être un UI UX designer, tu vois. Et donc, c'est vrai que bien qualifier son besoin, c'est super important pour, 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 pour trouver la bonne personne. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Vraiment comprendre quels sont les intérêts de l'autre vis-à-vis de tes intérêts à toi et être aligné avec les gens, en fait. C'est ça je pense que c'est l'alignement avec les personnes avec qui tu interagis qui sont, je pense, des choses que j'avais pas tout de suite, tu vois, tilté quand j'ai commencé. Sans donner trop de détails, il y a un truc particulier que tu peux... Donne-nous un exemple. Non, non, mais voilà, peut-être au début, tu vois, j'avais employé des gens et voilà, en fait, on n'avait pas les alignements des intérêts n'étaient pas les mêmes, tu vois, on n'avait pas les mêmes motivations et je pense que, voilà, bah, j'ai appris de ça et puis voilà, mais si c'était à refaire, bah voilà, peut-être j'aurais pris plus de temps voilà, à choisir les personnes avec qui travailler, quoi. C'est quoi tes routines? Alors, écoute, je dois t'avouer que normalement, j'ai une routine où, genre, je vais au sport au moins deux trois fois par semaine. euh, Où vraiment, voilà, je prends le temps, tu vois, voilà, de bien me nourrir et tout. Mais c'est vrai que là, ça fait deux trois mois, genre, je suis tellement dans un rush que c'est un peu des routines que j'ai mis un peu de côté. Mais normalement, c'est des choses que je fais assez souvent. Et même dans ta semaine de travail, il y a des choses qui sont Ouais, assez routinières. ouais, bien sûr. Alors, tous les matins, on fait un checkpoint avec la team. On regarde
voilà, qui fait quoi, qui avance sur quoi. On fait des stand-up, tu vois, les lundis et jeudis. Mhm. Et là, on aligne voilà, ce que tout le monde doit faire, comment on doit exécuter. Et voilà, surtout, on a vraiment cette philosophie dans notre boîte, c'est que dès que tu as un problème, dès que tu as un truc, voilà, faut vraiment tout de suite communiquer avec les autres, être super réactif et voilà, vraiment essayer d'exécuter le plus rapidement possible ce que tu fais, tout en le faisant bien, bien évidemment. Tu Et fais quoi ouais. comme sport? Bah, je faisais du jiu-jitsu et je vais à la salle. Ok. Voilà. Du jiu-jitsu, Ouais, t'es un jiu-jitsu. violent. Ouais, bah écoute, en vrai, c'est très spirituel, tu vois. Il y a tout un Ouais, je rigole. entraînement. Moi, j'ai fait du judo quand j'étais petit. Mais jiu-jitsu, c'est quoi? C'est judo et karaté? Ouais, c'est un peu du karaté avec des prises. Au sol? Ouais, des prises en fait qui permettent qui sont assez violents, genre pour, tu vois, inutiler quelqu'un rapidement, des trucs comme ça, quoi. Ok. Non, mais je le fais plus, voilà, parce que je le fais avec mon cofondateur et c'est cool tu vois, de faire une activité ensemble avec lui. Et puis ça, en vrai, tu vois, il y a toute une phase préliminaire où c'est un peu spirituel et tout. Ok. Donc c'est vachement Excellent. bien. Donc là, Excellent. ça fait 2 mois, un mois et demi, genre, tu vois, je suis parti à Denver, là, Ah je suis sur mince. Paris, et la Fais route. gaffe, hein. Tu sais, moi aussi, j'étais un grand sportif. Et dès que mon rush a commencé, j'ai arrêté de faire du sport. Ça Non, fait 2 ans que non, je fais plus là, de je sport. dis, Donc, ça va pas avec reprends vite ouais, avant que reprends t'aies vite. la routine de ne plus faire de sport Ouais, ouais, qui s'installe. ça va pas. Qu'est-ce que tu. Il y a des bouquins, des podcasts Oui, oui. que tu recommanderais? Ouais, Bankless. Bankless? Bankless, Ouais, c'est ça, une newsletter. Non, non, ils ont des vidéos YouTube qui Ok, balancent toutes les semaines. D'ailleurs, il y avait Mark Zeller il y a 2 3 jours qui est passé dessus. excellent. Super intéressant. Euh, donc, Bankless, c'est vachement bien. Ça, c'est un des trucs que j'écoute le plus souvent. Puis sinon, bah, tu sais, avec Telegram, t'as toujours, j'ai des news feeds, donc je lis toutes les news qui viennent tout le temps, dès qu'il y a des trucs qui sont Tout à l'heure, quand on était sur le balcon, tu m'as parlé d'un bouquin. De quoi tu m'as parlé? Ouais, c'est des Internet of Money. C'est Ok, un tout petit bouquin, l'Internet de l'argent. Je pense qu'il existe aussi en français. C'est un tout petit bouquin, c'est un truc que tu peux vraiment lire. C'est un bouquin de dans le 3 comme train. on dit. Et tu peux l'ouvrir C'est fait par qui? par Andrea Antonopoulos. Ok, le mec dont tu viens de mettre d'une autre famille. Ouais, ouais. Mais Internet of Money. Ouais, et Ok, c'est un bouquin incroyable. Vraiment, il t'explique comment même en fait, plus petit, comment à l'école, en fait, genre, l'argent est défini, tu vois. Genre, en fait, tu sais, quand t'étais petit, bah, à un moment, t'avais les cartes Pokémon, t'avais les hmm. cartes Yu-Gi-Oh! Ouais, nous, il y avait les billes, tu vois. Je pense que c'était Ouais, l'époque, les cartes Magic. ouais, et en fait, tu vois, tout ça, en fait, c'est ça qui. Ça a de la valeur, on tradait En fait, le c'est ça, bordel. c'est que même plus jeune, en fait, l'argent, c'est ça, quoi. Tu crées un moyen d'échanger. Et il y a plein d'analogies qu'il fait comme ça dans le bouquin, ils sont vraiment, mais genre je recommanderais à n'importe qui, même s'ils sont pas dans le domaine, tu vois, de lire ce bouquin, même ceux qui sont dedans, parce que c'est vraiment, genre, c'est incroyable tout ce qui se dit, quoi. Excellent. Il y a des personnes sur Twitter que tu conseillerais que nos auditeurs suivent? Ouais, alors moi je suivrais tous les. Déjà tous les fondateurs des grandes chaînes existantes. Je pense genre, bah, Vitalik, tu vois, tous ceux qui gèrent les L2, donc Alex, celui qui gère ZK Sync, enfin qui est le fondateur de ZK Sync, Ellie je sais plus Besson, je crois, un truc comme ça, qui gère Stargate. En fait, suivre tous ceux qui gèrent les L2, même, tu vois, ou même Solana, tu vois, c'est important de suivre toutes ces personnes-là. Déjà, ça c'est pas mal. Après, il y a Bankless qui sont vachement bien. Pas mal de gens de l'écosystème français. Je pense Mark Zeller, Asher, euh, DeFi France. Pour penser bah, à vous. Thanks. Voilà. Et puis, ouais, tout l'écosystème français, il y a plein de gens qui sont super intéressants. Munir de Paraswap. Je vais pas tous les citer, mais il y a beaucoup de gens à suivre. Ouais, c'est ça. Ouais, Monir est très cool de Paraswap. Ouais. Bah, on a fait un petit peu le tour du podcast. Je me marre tout seul, mec. J'ai une dernière phase, c'est un peu mon rituel où je dis des conneries. Vas-y, vas-y. Donc j'ai plein de petites questions comme ça. Il y en a une, c'est ma préférée. Est-ce que tu penses que les aliens ont des animaux de compagnie? Bah, ça n'existe pas les aliens. Qu'est-ce que t'en sais? Mais c'est peut-être nous les aliens, donc moi je dis oui. Ok, ça me va. Ah, c'est marrant, j'en ai une autre. Est-ce que t'es plus... alors, d'habitude, j'ai Steve Jobs ou Elon Musk, mais si tu veux, on peut mettre Bill Gates ou Elon Musk. Non, en vrai, je pense que je suis plus du côté de Steve Jobs. Ok. Ouais. Pourquoi?
Parce que, qui se pense, justement, c'est qui compare un peu les deux, Bill Gates et Steve Jobs, qui étaient très proches. Il y en a un qui était un peu plus technique et un qui était plus dans l'aspect design et créatif et marketing. Et je pense que je suis plutôt du côté de Steve Jobs. Excellent. Comment tu... Bah, faisons le lien, parce que toi, tu as un profil marketeur à la base. Du coup, comment tu utilises ce que tu as appris dans le marketing, chez Publicis, whatever, Avas, dans Zi-Fi? Bah, Si ce n'est ces collabs un petit peu pour faire de l'acquisition. Tu vois, nous c'est vrai que l'expérience utilisateur, ça a toujours été quelque chose de super important, mais tu vois, vraiment essayer de se mettre à la place de l'utilisateur, de comment essayer de lui simplifier le plus possible l'expérience on-chain. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tu apprends vachement dans le marketing et la com, c'est se mettre à la place de ton client, de se mettre à la place des personnes qui vont interagir avec ton projet. Et, euh, et je pense que ça m'a beaucoup servi, tu vois, que ce soit dans la manière dont on communique, dans la manière dont on crée notre produit, bah, tu vois, Steve Jobs, c'est ça au final, tu vois, genre, à Apple, genre, le mec, il a réussi à simplifier Mm. vraiment tout pour que ce soit un enfant puisse l'utiliser, tu vois. Et nous, c'est un peu dans ce qu'on vise. C'est marrant parce que, vas-y, on va digresser un petit peu, on a encore un peu de temps, mais... Vas-y. euh, tu sais, alors moi-même je l'ai vu, ce matin il y a une boîte qui est venue pitcher chez Pirates, on l'a vu. Alors qu'est-ce que j'ai vu? C'est que, tu sais, souvent, les boîtes veulent créer des produits avec beaucoup de paramétrisation. Exemple, ce matin, c'était une boîte de finance quantitative qui voulait, qui créait des algos de portefeuille management où toi, tu pouvais sélectionner tes tokens, ton risque, ta fréquence de rebalancing, etc. Donc, il y a toute cette paramétrisation. Et je reprends un peu l'exemple de Microsoft et Apple, où en fait, chez Microsoft, tu pouvais plug and play un peu tes ordinateurs comme quand tu le fais quand tu étais jeune. Chez Apple, tu étais enfermé. Et donc, et en fait, c'est un très très bon exemple parce qu'au final, Apple a tout aussi bien marché que Microsoft, mais en fait, Microsoft était surtout B2B et Apple a réussi à avoir le marché B2C. Tu as les laptops et tout. Et, euh, et en fait, c'est un peu la même chose ce que je disais ce matin à la boîte qui nous pitchait. Je disais, OK, c'est cool d'avoir de la paramétrisation, mais il faut que ça vienne dans un second temps. Parce que la plupart des utilisateurs, ils comprennent pas tous ces trucs-là. Ils veulent juste savoir, ils veulent juste se dire, vous êtes des brutes, du coup, je vais suivre vos recommandations. Et tu vois, tu as ce chicken and egg problème où bah, toi, tu veux de la paramétrisation parce que ça te semble Bien pour la toi. bonne chose à faire d'un point de vue produit, mais en fait, d'un point de vue utilisateur, c'est pas forcément la bonne chose à faire dans un premier temps. Ah, c'est clair, il faut. Après, ça dépend de tes utilisateurs, mais c'est vrai que si tu vises un peu le mass market, bah, il faut simplifier un maximum les choses, tu vois. Et tu vois, nous, dans DeFi, c'est ce qu'on a fait. On a simplifié beaucoup de choses, mais peut-être un petit peu trop de choses. Voilà, on agrégeait, en même temps, on leverageait les cartes abstraction pour simplifier l'expérience, mais on avait un peu trop de features, un peu trop de choses dont les gens parfois n'avaient pas nécessairement besoin. Et du coup là, avec ce qu'on a fait avec DeFi, on a beaucoup plus niché, on s'est focusé sur un problème. Et C'est marrant parce que là, à t'entendre, en fait, j'ai un peu l'impression de me dire, vous êtes en train de faire un Ledger Live, tu vois, c'est-à-dire une gateway pour rentrer à plein d'applications qui sont agrégées à partir d'une infrastructure de wallet. ouais, alors, tu dis avec ce qu'on fait avec Zi-Fi. Alors, il y a une partie qu'on fait qui est plus pour découvrir l'expérience utilisateur de tout qui est gasless, mais vraiment, nous, on est plus focus sur, si tu veux, sur un produit d'infra qui est à l'heure actuelle très niche, qui est vraiment. Parce que tu vois, l'expérience on-chain, si tu regardes toutes les étapes, en fait, pour qu'un utilisateur rentre dans l'écosystème, tu as plusieurs choses qui sont compliquées. C'est la création d'un wallet, tu vois. Déjà ça, tu vois, une seed phrase, private key, public key. Après, tu as voilà. Le on-ramp. Le on-ramp. Le on-ramp aussi, il est compliqué. Les KYC, tout ça, c'est une galère. Puis après, tu as le gas management. Puis après, tu as l'accès au DApp. Donc vraiment accéder au DApp. Puis après, tu as l'utilisation de ces DApp qui sont simplifiés, tu vois. Et nous, on avait essayé de tout réunir dans un truc, tu vois. Puis là, on s'est dit, non, mais nous, faut qu'on focus sur un seul problème. Et c'était le gaz. Et on a vu cette opportunité. Et voilà, à l'heure actuelle, on est focusé sur ça. Peut-être que plus tard, on reprendra le reste. Mais, Ok. mais si tu veux, là, on est vraiment niche sur l'infrastructure, quelque chose de beaucoup plus technique.
sur un problème Que après, vous voulez que ce soit intégré en B2B2C, j'imagine. Ok. Ouais. Bah, c'est ça, les projets nous intègrent. Et en fait, genre, quand tu arrives sur une DAP, tu peux sponsoriser le gaz. Donc l'utilisateur, il peut juste signer tu vois, au lieu d'avoir ton MetaMask qui pop-up et que tu dois faire une transaction, là, tu signes tout simplement avec ton MetaMask. Ok. Tu vois, donc ça, et là, c'est B2B2C. Ouais, très clair. All right. Merci Gauthier, c'était super, c'était passionnant d'en savoir plus sur toi et sur ZK Sync. Bah, le podcast sera partagé après la Paris Blockchain Week, mais si tu peux partager quelques infos pour qu'on puisse te contacter sur LinkedIn, Twitter, ton mail, whatever. Ouais, clairement. Bah non, bah, suivez-nous sur Zyfi, sur Twitter, vous pouvez nous trouver facilement, donc ZYFI. N'hésitez pas à tester l'app. Et puis, si vous voulez même nous contacter ou contacter la team, bah, vous pouvez tout simplement nous rejoindre sur Telegram. Il y a le lien sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et puis bah, c'était très sympa. Bah, merci pour ton temps et d'être passé dans nos bureaux. Merci d'avoir écouté ce podcast avec Gauthier de Zyfi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, pirateslab.com avec un Y, ou sur Twitter, ou inscrivez-vous sur notre newsletter à partir de notre site internet. Et on vous retrouve dans le prochain épisode. Cheers!